Donc, je me présente, je m'appelle Lisa Nedam, je suis en charge de la gestion d'IBM en Suisse romande et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour notre webinaire sur le sujet de l'open source et notamment l'intérêt et l'importance de l'open source dans le cadre de l'adoption du cloud et de l'innovation en général. Et donc Laurent, qui fait partie de nos experts aussi bien sur la partie cloud hybride que sur la partie open source, et notamment la mise en œuvre de ces technologies et de ces services, va nous présenter aujourd'hui ce sujet qui, je pense, est important pour, et relevant, comme on dirait en anglais, d'intérêt pour un grand nombre de clients, de partenaires, d'organisations, dans la mesure où ce sont deux sujets qui sont assez phares. D'une part, l'open source, dont on parle beaucoup, et déjà depuis plusieurs années, et d'un autre côté, le cloud et l'adoption du cloud. Et donc aujourd'hui, on a voulu essayer de mêler les deux pour mettre en avant les avantages de l'utilisation de l'open source dans ce contexte particulier qu'est l'adoption du cloud. Souvent en anglais, on dit the journey to cloud, le chemin vers le cloud, et le fait d'arriver à obtenir des résultats positifs et rapides. Parce qu'on le sait tous, l'adoption du cloud, c'est quelque chose que beaucoup d'organisations ont déjà tenté, avec plus ou moins de succès. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir partager certaines expériences et recommandations pour arriver à avoir une adoption la plus pérenne possible et la plus facile possible grâce à l'open source. Et donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Laurent, qui va nous présenter un certain nombre de concepts dans les 30 minutes qui vont suivre. Et ensuite, on va ouvrir la possibilité de poser des questions. Donc, n'hésitez pas tout au long de la présentation à inscrire vos questions dans le chat. On y répondra à la fin de la séance. Et ensuite, vous aurez la possibilité d'avoir accès à l'ensemble de la présentation et d'autres ressources également à travers un lien qui vous sera partagé dans le chat de cette séance, mais aussi sur la page sur laquelle nous posterons l'enregistrement du webinaire. Donc Laurent, à toi et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup Lisa pour cette introduction. Il est vrai, c'est une question qui est relevante, qui intéresse également beaucoup de monde. Quelle est en fait la position stratégique de l'open source dans ce contexte de transformation cloud? Donc, cette présentation tournera autour de cette question. Pourquoi l'open source est si stratégique pour l'adoption cloud ou l'innovation digitale? Je me permettrai de vous donner aussi un feedback du marché suisse romand, mais également des rapports, des études qui ont été faits par IBM, par Red Hat, par d'autres entités indépendantes sur ce sujet, que vous puissiez ainsi voir la tendance des marchés, la tendance de la technologie open source dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, la transformation cloud. D'ailleurs, vous pouvez me contacter par mail, par téléphone, par LinkedIn. Vous pouvez me suivre par LinkedIn. Je poste régulièrement des articles autour de cette question aussi. Très bien. Je vous propose l'agenda suivant qui pivote en fait sur 4 questions. La première, c'est comment obtenir les résultats espérés et si attendus du cloud. Quelle stratégie, quelle position stratégique l'open source a aujourd'hui de façon générale dans la transformation cloud, avec un retour d'une étude Red Hat sur cette question. Et la troisième, pourquoi est-ce que l'open source est si stratégique pour votre innovation digitale? Et enfin, comment démarrer une adoption open source rapidement sans perdre de temps, puisque c'est une question aussi de temps dans cette course au cloud. Je me permettrai de faire un wrap-up à la fin. Vous êtes vraiment les bienvenus pour le Q&A à la fin. Il se peut que vos questions soient répondues au fil des slides, donc dans cette première phase, cette première période de 30 minutes. N'hésitez pas néanmoins à poser vos questions par chat si vous le désirez. Attardons-nous désormais sur la première question, qui est une question fondamentale, mais qui est si importante.
comment obtenir les résultats si attendus du cloud? Pourquoi est-ce que cette transformation cloud est si difficile à mettre en œuvre? Bien, parce que, en fait, c'est un changement multidimensionnel. Pourquoi? Parce qu'on va changer la manière de consommer l'IT désormais. Par exemple, on va mettre en place un marketplace d'entreprise. On va donner un self-service à nos consommateurs IT. On va ainsi déployer des services par API. Donc voilà pourquoi une des dimensions, pourquoi la consommation IT est désormais différente aujourd'hui. Deuxième dimension, la partie delivery. Il est vrai, la manière de délivrer l'IT a changé aussi. On parle désormais de DevOps, de DevSecOps, on parle aussi de Continuous Integration and Delivery ou Deployment. C'est une autre façon de délivrer l'IT qu'il faut aussi apprivoiser. Et enfin, comment gérer cet IT, gouverner cet IT à différents niveaux. Par exemple, au niveau de la compliance, aujourd'hui, on est soumis à des régulations, des compliance qui sont très précises, astreignantes. Comment appliquer cette gouvernance, cette compliance dans un modèle multi-cloud ou hybride cloud? Comment automatiser le flow d'approval pour un nouveau service? Comment mettre en œuvre le GitOps, par exemple? Donc, c'est les trois dimensions sur lesquelles on va s'attarder aussi dans notre conversation pour montrer pourquoi l'open source est si stratégique dans une transformation cloud, autant pour la partie consommation, delivery ou de gouvernance. Il est vrai, la transformation cloud, c'est une chose sur laquelle on est tous concentrés, focalisés. Mais il ne faut pas non plus oublier l'intérêt business de cette transformation cloud. Et avant tout, c'est une transformation business. Aujourd'hui, on estime que 20% des workloads ont été migrés en lift and shift dans le public cloud. Mais néanmoins, il reste du travail. Ce graphe vous montre qu'il y a plusieurs étapes à franchir jusqu'à ce que l'on ait pleinement la valeur du cloud. Et la prochaine étape, après le lift and shift, que beaucoup sont en train de mettre en œuvre, eh bien, il y a surtout la partie modernisation. La partie modernisation touche le cœur même des applications. Pour transformer ces applications en cloud natif, utiliser les microservices, utiliser les containers, qui ont plusieurs avantages business aussi. On parle d'agilité, de portabilité, on parle aussi de build once and deploy anywhere, c'est-à-dire de pouvoir développer et ensuite de cela appliquer ces applications en production dans différents environnements cloud, multi-cloud, hybride cloud. Mais on parle aussi de consistance. Dans un modèle multi-cloud ou hybride cloud, il nous faut de la consistance. Et on va voir pourquoi ensemble ces bénéfices business sont adressés aussi par cette modernisation applicative, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas pour cette étape de lift and shift que nous connaissons aujourd'hui. Un autre point qui est à prendre en considération, c'est la partie DevOps. Il est vrai que pour tirer pleinement bénéfice du cloud, il nous faut gérer la complexité. Dans un modèle d'operating model traditionnel, il est difficile de gérer la complexité, surtout si l'on va partir sur le cloud, multi-cloud, hybride cloud. Donc, plus on va scaler, on va dire, plus la complexité va être accrue. Et plus il sera difficile d'obtenir cette valeur business. C'est le résultat en fait d'une étude du WEF en 2019 déjà, qui en fait s'attachait sur une trentaine d'industries et on discernait en fait quelle entreprise était toujours dans l'operating model traditionnel et quelle catégorie d'entreprise était désormais dans le cloud natif déjà. Mais on discernait déjà en 2019 l'intérêt de mettre en place un modèle opérationnel dit cloud natif, où l'on met en œuvre le DevOps, le développement agile
qui nous permet ainsi de tirer bénéfice du cloud, quelle que soit la scalability, quel que soit l'environnement public cloud que l'on met en œuvre. Donc, on arrive mieux à gérer la complexité d'un tel environnement grâce au DevOps et à un développement agile. C'est pour cela que, à ce niveau de discussion, eh bien, on discerne que si l'on veut vraiment obtenir tous les résultats attendus du cloud, il est impératif de mettre en œuvre le DevOps et un modèle d'opération dit cloud natif pour bénéficier au mieux des valeurs business de cette transformation. Il y a un autre aspect important, et ça c'est une étude IBM que vous aurez également dans les matériels que je vous donnerai, qui mettait aussi en évidence l'intérêt, l'importance de la portabilité et donc de l'open source dans un environnement multi-cloud. Vous avez, dans cette étude, on classait également les catégories en deux catégories. Les cloud aviators, c'est donc les compagnies qui sont en avance dans leur transformation, les early adopters. Et cela montrait, vous voyez sur le graphique, que on bénéficie plus de valeur business si l'on permet à notre architecture, si l'on architecte, si l'on design et si on design notre architecture de telle façon à ce que les workloads puissent être portables d'un cloud à l'autre. Si l'on est cloud agnostique, eh bien on tire plus de bénéfices du cloud. Et également, si l'on met en œuvre des technologies open source dans ce cadre du cloud natif ou du DevOps. Cela permet, en fin de compte, de s'affranchir d'un lock-in en termes de public cloud, de telle façon à contrôler, avoir une meilleure visibilité de son business, un meilleur contrôle de ce business, en pouvant être ainsi multi-cloud, d'avoir une portabilité de ces workloads, et notamment grâce à l'open source. Concernant la gouvernance, il est vrai qu'aujourd'hui, le modèle opérationnel que l'on connaît, basé sur l'ITIL, centralisé sur la CMDB, eh bien, a certaines limitations pour le cloud. En tout cas, un modèle qui est très verticalisé, très centralisé ensuite sur une CMDB, a certaines limites quand on va faire du scale dans le cloud. C'est pourquoi la transformation de la gouvernance ou du modèle opérationnel est important. Parce que en mettant en œuvre le DevOps ou un développement agile, on va plus être en vertical, mais plutôt en horizontal. On va pouvoir ainsi mettre en œuvre la partie CI/CD pipeline. On va mettre en œuvre une intégration continue, un développement continu de nos applicatifs. Cela va nous apporter plusieurs avantages business. Par exemple, l'agilité, la vélocité. On va le voir plus tard dans les détails, mais ça va nous aider également à pouvoir aborder une culture de zéro downtime. Ne plus attendre des freezes ou des downtime longs et fastidieux, risqués aussi pour notre business. On va pouvoir faire des changements à la volée et sans impacter le business. Ça, c'est un des bénéfices majeurs du CI/CD pipeline. Cela va nous aider aussi à mettre en œuvre un enterprise marketplace pour la consommation. Ça va nous aider également à mettre en œuvre une gouvernance qui est transversale cette fois encore, qui est plus adéquate au business. C'est-à-dire qu'on va mettre plusieurs consoles qui va nous permettre de gérer ces applications de façon transversale selon les personas. Par exemple, le CFO aura des informations que le SRE n'aura pas forcément. En tout cas, l'intérêt des deux est différent. On va vous le montrer également plus tard. Mais tout ça pour vous dire que le modèle opérationnel doit changer aussi, et même en amont. Pourquoi? Parce que cela a un impact sur les ressources humaines dans votre transformation cloud.
Il est vrai, on a besoin d'autres skills ou de nouveaux skills, mais néanmoins, sans devoir engager une deuxième entité IT dans votre entreprise. C'est pourquoi de mettre en œuvre un modèle opérationnel cloud natif nous aidera à automatiser dès le début et va ainsi permettre à votre compagnie de ne pas non plus embaucher trop de personnes ou faire doubler les effectifs parce que vous vous transformez vers le cloud. C'est également un sujet qu'on va aborder tout à l'heure. Par rapport au delivery model, là encore, le delivery model doit être adapté. Alors, on a dit tout à l'heure qu'on devait mettre un self-service, un enterprise marketplace à disposition des consommateurs IT. Cela va en fait permettre d'automatiser des approvals sur la base de templates, d'automatiser des flows de processus d'approval. Cela va aussi nous permettre de lancer des requêtes, des templates, des requêtes dans une Agile Fabric, on l'appellera comme ça, qui est en fait un toolset open source qui est automatisé par le DevOps, qui met en place des toolchains ou des pipelines de continuous intégration, continuous delivery, qui va pouvoir ainsi déployer automatiquement sur la base de templates des infrastructures as code, tout comme des applications en multi-cloud, voire en hybrid cloud, ou même en on-premise uniquement. Sans oublier la gouvernance qui va ainsi vérifier et monitorer différents aspects du processus de delivery. La partie consume, on va par exemple pouvoir piloter le marketplace, donner en fait les templates aux consommateurs. On va pouvoir aussi fournir aux utilisateurs différents services peut-être sur différents public cloud avec un prix différent. On va peut-être donner la possibilité aux utilisateurs de faire de demander du managed services ou alors simplement des applications en self-service non managées par une entité ou un third party. Ensuite de ça, on va pouvoir également gérer la partie DevOps, les pipelines justement, on va pouvoir les monitorer. Très utile pour le SRE. On va également pouvoir donner une console de AIOps pour vérifier l'état de nos clusters de cloud natif. On va pouvoir également faire du prédictif sur la consommation. Et quatrièmement, pour la gouvernance, on va pouvoir par exemple contrôler le coût ou prédire le coût d'utilisation. Est-ce que l'on est toujours dans le budget? Est-ce qu'on s'oriente hors budget? Voilà des résultats que le CFO, son équipe vont surveiller jour après jour pour surveiller si le budget est bien respecté et peut-être également de faire un asset inventory si vraiment les assets sont utilisés, si on ne devrait pas les décommissionner ou surveiller est-ce que tout est décommissionné en fin de compte et n'est pas ainsi facturé inutilement. Voilà comment le delivery model aujourd'hui s'articule autour, encore une fois, de l'automation, essentiellement basée sur l'open source. Hein. Quand on parle d'Agile Fabric, eh bien, on parle de repository, on parle d'automation avec Ansible ou Terraform. Terraform étant utilisé plus pour le provisioning de l'infrastructure et Ansible pour la configuration de cette infrastructure ou du déploiement. On parle aussi de Grafana et de Prometheus pour la partie dashboard, monitoring, analytics. On parle de Jenkins pour la partie CI/CD. On parle également de Kubernetes ou même d'OpenShift pour la partie container platform. Voilà en quoi le delivery model repose aujourd'hui sur de l'open source. Cette slide vous représente en fait un use case, une référence client qui a plusieurs années déjà et qui vous donne un petit peu le flow du delivery, par exemple d'une nouvelle infrastructure as code ou d'une nouvelle application.
On voit bien les deux mondes, le monde du développement côté gauche et le monde opérationnel côté droite. Sur le côté gauche des développeurs, les développeurs vont pouvoir, sur la base de portail, eh bien, construire leur applicatif ou construire leur infrastructure as code sur la base, par exemple, de Terraform, le template Terraform qui va en fait provisionner l'infrastructure ou provisionner les applications dans le cloud. Tout cela va reposer dans un repository, par exemple GitHub ou GitLab, et puis ensuite de ça, le développeur va publier des versions qui vont reposer ensuite dans un Enterprise Marketplace. Donc là, les utilisateurs vont pouvoir consommer sur la base de templates l'infrastructure ou les applications. Bien sûr, le flux d'approval va pouvoir être automatisé à ce niveau-là, au niveau du marketplace. Une fois que tout est approuvé, la demande va être traitée par cette Agile Fabric. L'application, le code va être déployé, l'image va être déployée, ou l'infrastructure as code va être déployée, par exemple, par Terraform et Ansible sur un environnement hybride multi-cloud, tel que mentionné sur ce dessin. Ensuite de ça, la partie opérationnelle va pouvoir aussi surveiller, va pouvoir avoir une visibilité end-to-end dans un environnement multi-cloud, ce qui n'est pas aisé en temps normal si on n'a que les consoles d'Amazon ou de Google en l'occurrence. Cela va pouvoir nous aider à avoir non seulement une vue sur les performances, sur le statut, mais aussi sur l'inventaire des assets. Ça va nous aider aussi à surveiller la compliance, sécurité, compliance de régulation à travers cette infrastructure multi-cloud. Et puis, ça va nous permettre aussi de surveiller le coût à l'instant T sur une infrastructure multi-cloud. Ce n'est pas si facile de consolider le coût à l'instant T, notamment sur une infrastructure multi-cloud. Ça va aussi permettre, par exemple, au CFO et son équipe de faire des chargebacks. Parce qu'en mettant des tags sur les différents assets, on va pouvoir ainsi recharger ou faire le chargeback des entités concernées, les entités qui consomment cette application ou cette infrastructure. Voilà comment, en fin de compte, s'articule ce nouveau delivery model et comment, en fin de compte, bénéficier des résultats cloud si attendus. On voit que ça va au-delà du lift and shift. On s'oriente plus sur une modernisation des applications ou de l'infrastructure, reposant sur le cloud natif essentiellement, en utilisant les microservices, en utilisant les containers. Cela nous permet d'avoir ainsi un contrôle et une visibilité end-to-end de vos applications, de votre infrastructure sur un multi-cloud. Maintenant qu'on sait comment obtenir le maximum des résultats attendus du cloud, voyons maintenant sur le marché quelle position stratégique a l'open source dans ce cadre de la transformation cloud. Je voulais vous montrer le résultat d'une étude de Red Hat. C'est une étude de cette année que vous pourrez aussi consulter en détail dans le matériel, le contenu que je vais vous partager en fin de présentation. Mais j'aimerais juste vous donner la quintessence de cette étude où on voit que la plupart des leaders IT aujourd'hui voient en l'open source un instrument, une base pour leur architecture cloud. Et le pourcentage est très élevé. Alors, cette étude, en fait, englobe 950 compagnies dans la plupart des industries. Ces compagnies sont basées sur tous les continents, y compris en Europe, et nous donnent ainsi de très bons indicateurs, notamment celui-ci, où l'adoption de l'open source est envisagée par beaucoup, notamment pour la transformation cloud. Dans les 2 prochaines années, on voit aussi que les softwares propriétaires auront tendance à baisser
alors que les applicatifs, les softwares open source, que ce soit communautaire ou entreprise, eh bien, vont progresser en adéquation avec cette transformation cloud. Un des résultats très intéressants de cette étude est surtout l'utilisation de l'open source entreprise qui s'oriente plus sur la modernisation de l'infrastructure, la modernisation des applicatifs et le DevOps. Tout tourne autour du infrastructure as code ou du cloud natif en fin de compte. Et comment mettre en œuvre ce cloud natif avec les pratiques de DevOps. Et quels sont les différents silos dans lesquels sera utilisé cet open source, toujours dans le cadre d'une transformation cloud? Eh bien, curieusement, il y a la sécurité. On va le voir pourquoi ensuite. Mais la sécurité est intégrée désormais dans les applications de type cloud natif. On va l'utiliser notamment dans la partie cloud management, dans la partie database. MongoDB est très célèbre aujourd'hui, notamment dans ce cadre. Ou encore Elasticsearch, tout le monde a entendu parler d'Elasticsearch. C'est par exemple une utilisation qui est faite largement dans le big data ou l'analytics aujourd'hui, même dans le monde bancaire. Voilà un peu pour vous donner les tendances, le feedback de 950 compagnies aujourd'hui. Pourquoi utilisent-elles l'open source dans le cadre d'une transformation cloud? Mais aussi, en quoi est-ce que ces compagnies voient l'open source comme stratégique? La question se pose alors, pourquoi est-ce que ma compagnie devrait avoir une stratégie open source aujourd'hui? Et est-ce qu'on doit le mettre en place en adéquation avec la transformation cloud? C'est une question primordiale et cruciale. On va le voir ensemble avec la prochaine question. La prochaine question est pourquoi l'open source est si stratégique pour votre innovation digitale? On l'a vu tout à l'heure, le cloud natif est désormais la prochaine étape après le lift and shift. La modernisation des applicatifs basés sur du cloud natif, basés sur des containers, des microservices et le DevOps est la prochaine étape. Forcément, c'est le chapitre 2, on va dire, d'une transformation cloud. Alors pourquoi le cloud natif? Pourquoi votre organisation devrait adopter le cloud natif en particulier? Eh bien, pour avoir la vélocité, l'agilité attendue en termes de modernisation d'application ou modernisation d'infrastructure avec l'infrastructure as code, eh bien, il faut se transformer en cloud natif. Non seulement en termes de tools, en termes de pratiques, en termes d'architecture, mais également en termes de modèle opérationnel. Si l'on veut déployer l'application dans les 3 mois et plus dans l'année, alors le cloud natif est primordial. Si l'on veut bénéficier du CI/CD pour faire des releases, une centaine de releases par jour, si on doit le faire, eh bien il faudra du cloud natif, mettre en œuvre le cloud natif. Si l'on veut s'orienter sur une culture zéro downtime, il nous faut passer sur le cloud natif. Et le cloud natif est primordial pour bénéficier des résultats cloud, on l'a bien compris. Mais concrètement, si on veut vulgariser ce cloud natif, eh bien, je vous propose de considérer une architecture d'une application cloud native. Sur la gauche, vous avez une architecture très simple avec un front-end pour le user experience. Voilà. Ensuite de ça, ce front-end, cette interface utilisateur va aller générer des call APIs sur un API gateway. Et ce BFS va aller orchestrer le back-end qui, lui, va aller demander des microservices ou aller taper dans une database ou aller chercher un service AI, par exemple. Voilà le squelette de notre applicatif. Pour chaque composant de cette application, on va mettre en adéquation un pipeline ou un toolchain, d'où le CI/CD.
le continuous intégration, continuous développement. C'est-à-dire que on va aller chercher la source du code dans un repository, on va cloner ce code. Ensuite de ça, on va construire l'application. Ensuite de ça, on va tester le code. Hein. Le développeur va pas seulement taper du code, il va aussi taper le test de ce code. On va aussi l'associer à un scan de la vulnérabilité, qui est la partie sécurité de ce code. On va aller chercher toutes les vulnérabilités, faire remonter ces vulnérabilités au développeur et qui va pouvoir ainsi corriger certaines failles. Une fois que le code est testé, scanné, on va passer au build de l'image cette fois. Donc, on va faire le build du container. On va le mettre en registre. On va mettre cette image dans le registrer. On va déployer cette image sur une plateforme Kubernetes. Par exemple, avec Helm ou d'autres opérateurs qui existent aujourd'hui, on va d'abord le faire en dev, puis ensuite de ça en pré-prod ou en UAT, et puis ensuite de ça en prod. On va ensuite aussi assimiler la partie monitoring, log management, dashboard management, analytics, qui sont en fait des bouts de code qu'on va onboarder sur l'application et qui vont faire partie de l'application. Et ensuite de ça, on va également mettre cette image en repository, on va gérer le versionning, et ça, on va pouvoir le faire avec le GitOps, par exemple avec un tool tel que Argo CD, un tool open source aussi. Et on va pouvoir le faire de façon répétée, avec beaucoup de disciplines. Ça va nous permettre d'automatiser, en fin de compte, non seulement les updates, les releases, mais aussi de le faire de façon disciplinée. Ça va pouvoir nous aider à garder une bonne qualité de code, de sécuriser aussi ce code et ses applications à la base, dès le code. Donc, ça va nous permettre également d'avoir quelque chose de plus robuste et on s'approche, on obtient en fait une culture de zéro downtime. Absolument nécessaire dans un environnement de factory, dans un environnement data center ou même dans un environnement de edge computing, n'est-ce pas? Voilà en quoi les bénéfices business sont si attendus du CI/CD pipeline ou du cloud natif. Cette slide, je l'aime bien parce qu'elle montre le tableau périodique des outils DevOps. Cela nous montre bien par thème que l'open source est omniprésent. Pas seulement en quantité, mais en qualité. Parce que les différents outils DevOps open source sont aussi aujourd'hui les plus utilisés par les développeurs. On parle de GitLab, de Jenkins, on parle d'Elasticsearch, de Kafka, on parle de Kubernetes. Tous ces outils sont largement utilisés et sont aujourd'hui open source. Même si on peut bien sûr utiliser des produits propriétaires qui peuvent faire partie de ce CI/CD, de ce toolchain dont on a parlé tout à l'heure, bien sûr. Ça reste un modèle open. Revenons maintenant sur la plateforme container. On a compris que les cloud natifs non seulement se reposent sur le DevOps, mais également sur la partie container ou Kubernetes. OpenShift de Red Hat a probablement un différenciateur clé par rapport à ses concurrents. C'est que c'est une plateforme qui est multi-cloud, est véritablement multi-cloud parce qu'elle est cloud agnostique. Elle est aujourd'hui présente sur tous les publics cloud. Cela permet ainsi à votre entreprise de partir sur un développement open source, OpenShift, et de pouvoir le construire une fois, le développer une fois, et ensuite le déployer n'importe où. Économie de temps, cela permet également d'avoir le contrôle et la visibilité sur un environnement multi-cloud, parce qu'on va retrouver toujours le même environnement. On va pouvoir déployer une seule policy de sécurité, une seule policy de gouvernance ou de compliance, même sur une infrastructure multi-cloud, tout en bénéficiant du DevOps dont on a parlé tout à l'heure.
Cette slide est capitale pour comprendre qu'est-ce qu'est OpenShift de Red Hat. Alors, premièrement, on l'a dit, c'est la seule plateforme véritablement multi-cloud, parce que on peut la déployer autant on-prem que sur n'importe quel public cloud et retrouver le même environnement de développement. OpenShift est plus que Kubernetes. OpenShift est Kubernetes, mais offre aussi des outils de développement, offre un environnement de développement, offre aussi la partie service mesh qui est si capitale pour les clusters, en multi-cloud ou en hybride cloud. Elle offre également des services autour du cluster, la partie monitoring, login, registry des clusters. Elle permet aussi d'avoir un environnement de développement tel que CI/CD. On peut utiliser largement les outils open source dont on va discuter sur cette même plateforme et retrouver ainsi cet environnement sur n'importe quel public cloud dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est aussi et c'est surtout une plateforme de développement qui permet autant aux personnes du développement que des opérations infrastructure de se retrouver. Comment adopter alors l'open source dans un contexte de transformation cloud et le faire rapidement? Nos services IBM proposent à ses clients d'aborder cela avec, on va dire, le Startup Speed at Enterprise Scale, c'est-à-dire de commencer par un workshop de type Design Thinking, qu'on appelle Cloud Garage. Ce sont des pratiques que l'on met en œuvre autour du Design Thinking, qui permet d'identifier les use cases, les technical requirements, les bénéfices que l'on veut atteindre, pas seulement sur un aspect infrastructure, mais surtout sur la partie applicative ou modernisation d'applications ou d'infrastructures. La prochaine étape est donc l'architecture, le support ou l'accompagnement d'une architecture ou du blueprint qui sera utilisé lors d'un MVP ou d'un POC que l'on peut mettre en œuvre 6 à 8 semaines en général en multi-cloud sur 2 publics cloud et ainsi d'avoir une base pour la partie dev, pré-prod et prod future puisque cette plateforme peut ainsi grossir sur la base de ce MVP. Comme le disait Gartner, 80% des entreprises eh bien, changeront leur culture grâce à ce modèle de design thinking pour accélérer leur transformation digitale. Et c'est vraiment ce que l'on aimerait exploiter avec nos clients. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Donc, sur cette base, généralement, voilà comment se déroule un MVP ou un POC. On onboard non seulement la partie plateforme, infrastructure, mais également sécurité, la partie applicative et sa modernisation des applications microservices ou containers. On aborde également la partie gouvernance qui fait partie intégrante du POC et du MVP. Ça permet aussi à vos équipes, aux différentes équipes de se projeter, de recevoir des best practices selon les thèmes de vos équipes. Et normalement, en 3 mois, on a onboardé en tout cas 1 à 2 applications en prod ou en pré-prod et on est capable de la gérer, d'apporter la gouvernance requise autour de ces applications. Comment se déroule, voilà. Ça c'est par exemple l'architecture qu'on met en place, basée sur notre expérience, basée sur des outils qui ont donné leurs preuves. On met en place premièrement le control plane et puis la partie de production qui sera ainsi déployée soit on-prem, soit en multi-cloud ou en hybrid cloud. Donc on voit déjà qu'il y a la partie segregation of duty est bien différenciée entre le control plane et le data plane, où vous avez à disposition tous les outils selon nos best practices. Vous pouvez mettre en œuvre tout de suite la partie DevOps ou CI/CD et également bénéficier
d'outils comme Grafana, Kibana ou Prometheus pour la partie management, qui est également différencié entre le control plane et le data plane. Voilà, quelque chose qui peut être mis en place très rapidement, en 6 à 8 semaines, pour en tout cas de 1 à 2 applications. Cela vous montre rapidement qu'est-ce que vous pouvez avoir, comment obtenir ces résultats business et comment répéter cette modernisation d'application pour d'autres et comment charger cette plateforme multi-cloud par exemple. Alors le POC se fait en 3 phases, comme je vous l'ai dit, partie design architecture, déploiement sur un multi-cloud, sur vos public cloud sélectionnés. Vous bénéficiez également de l'expertise Red Hat, en plus de celle d'IBM. Cela vous donne ainsi la certification du déploiement. La phase 2 est plus orientée sur le onboarding d'application. On met en place un t-shirt sizing d'application. On décide ensemble quel est le roadmap de migration, de modernisation, de rehost, de replatform ou de refactor de vos applications. Vous avez également un effort associé, ça vous permet de vous projeter aussi en termes de coûts et d'efforts internes ou externes. Et ça vous donne ainsi la facilité de migrer, quelle que soit la complexité des applications ou alors la maturité de vos équipes ou de vos intervenants. Et puis la phase 3, qui intervient en fait bien en amont, dès la phase 1, c'est la gouvernance, comment transformer notre modèle opérationnel vers un modèle cloud natif, autant au niveau des process que des tools ou que des gens ou vos équipes. Voilà en quoi ce POC va mettre tout en œuvre pour vous donner rapidement une infrastructure que vous pouvez ainsi charger et faire évoluer avec vos applications. Cela peut conduire à un managed services, mais ça peut aussi conduire à une plateforme self-service qui sera managée ou gérée par vos équipes. Encore une fois, on s'adapte à vos besoins. Pour terminer, juste un petit récapitulatif ainsi pour fermer la boucle et pour montrer en fait le lien entre l'open source et l'adoption du cloud, mais essentiellement sur une approche business. Il est vrai, le business a besoin d'aller vite, quelle que soit la taille d'entreprise, d'aller aussi vite qu'une start-up, mais à l'échelle de votre entreprise. Et ça, c'est possible, cette agilité, cette vélocité recherchée est possible grâce à un développement agile qui se repose sur du DevOps, notamment, on l'a vu, par du CI/CD pipeline. Cela vous donne ainsi une approche de la culture de zéro downtime au bénéfice de votre business. Ensuite de ça, le business aujourd'hui a besoin d'une approche agnostique pour éviter le lock-in en termes de public cloud, essentiellement. Aucune compagnie veut donner les clés de son business à une autre compagnie, même si c'est un public cloud. Pour garder ce contrôle et cette visibilité end-to-end de votre business, alors la portabilité de vos applications est cruciale. Et là encore, le cloud natif basé essentiellement sur l'OpenShift vous permettra de garder cette portabilité ou ce contrôle de vos applications business. Par rapport à la qualité ou la robustesse de vos applications, là encore, votre business a besoin de compliance et de prédictabilité. Je veux parler ici de cette sécurité intégrée aussi, des releases, de cette culture de zéro downtime. Il est vrai, la culture de DevOps, de cloud natif, va permettre de mettre plus de discipline dans le code, dans le déploiement de vos applications, parce qu'on va mettre en place un CI/CD pipeline, un repository Git. Ça va forcer les gens de votre développement, tout comme les gens de l'infrastructure, à être orchestrés par ce processus. Ça va renforcer la qualité des codes, de l'infrastructure et de la compliance, forcément. Cela va
minimiser le risque au maximum, risque opérationnel de votre business. La sécurité, on l'a dit, est intégrée depuis le code. D'accord, on parlait de scan de vulnérabilité du code, mais on parlera aussi de gestion de l'encryption, des clés d'encryption, de la ségrégation de off-duty. Tout cela va renforcer la sécurité, mais le plus important, c'est qu'on va pouvoir répondre à une vulnérabilité très rapidement. On ne va pas attendre la prochaine release pour patcher une vulnérabilité. Non, on va pouvoir le faire le jour même. Et puis en fin de compte, améliorer le contrôle et la visibilité, c'est aussi avoir une seule plateforme multi-cloud. On ne va pas ainsi avoir plusieurs environnements de containers ou Kubernetes selon les public clouds qu'on va utiliser. Non, on va avoir une seule plateforme qui va nous permettre d'avoir le contrôle et la visibilité end-to-end, de pouvoir gérer la sécurité, la compliance de façon unique, quel que soit l'environnement. Et ça va largement simplifier le développement et le déploiement, bien sûr. Et ensuite de ça, vous pouvez commencer très rapidement, si vous le souhaitez, à moderniser vos applications de façon très concrète avec ce MVP, ce POC que l'on vous encourage d'initier. Vous pourrez aussi bénéficier de l'expérience d'IBM. IBM a 20 ans d'expérience dans l'open source, d'où le rachat notamment de Red Hat, parce que IBM a contribué depuis 20 ans dans l'open source avec Red Hat notamment. Et cela vous apportera aussi une possibilité de moderniser vos applications. Là encore, la modernisation d'applications fait partie du core business d'IBM depuis longtemps. Et c'est dans ce sens-là, tout en bénéficiant des méthodes de design thinking, on va pouvoir co-créer votre MVP en 6 à 8 semaines selon notre expérience. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question, avoir fait le lien entre l'open source, les résultats attendus du cloud, le cloud natif et en fin de compte, fermer la boucle sur l'open source. Très bien. Je vais vous partager dans le chat ainsi que par LinkedIn le lien où vous pouvez récupérer cette présentation, mais aussi les différents reports de Red Hat, d'IBM et d'autres qui ont pu ainsi élaborer cette présentation. On peut, je pense, passer aux questions si vous en avez. Lisa, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Laurent. Oui, j'étais en train de monitorer le chat. Alors, je ne pense pas qu'on ait de questions, mais je vais quand même donner 1 minute ou 2 aux participants si jamais il y en avait. Et en attendant, si tu permets, j'en poserai bien une moi-même. Après tout ce que tu nous as raconté et tu as vraiment bien mis en exergue les avantages de l'open source, 2 questions me viennent. La première, autour de la maintenance, notamment des technologies open source. Quand on parle d'open source, c'est vrai qu'on a l'open source pur et dur, si on peut dire, c'est-à-dire vraiment les logiciels, notamment ou les composants technologiques qui sont en libre accès dans la communauté open source. Et bien souvent, on a aussi des versions avec un support, une maintenance par des éditeurs. Donc, si tu pouvais nous en dire quelques mots là-dessus, s'il y a des choix à faire. Et la deuxième question, c'est par rapport aux compétences. C'est-à-dire une organisation qui aujourd'hui voudrait se lancer dans le développement open source, notamment cloud natif. Qu'est-ce que ça comporte en termes de transformation des compétences des collaborateurs? Si là aussi tu as quelques expériences à partager. Oui, volontiers, Elisa, merci pour la question. Alors pour ta première question, effectivement, il y a 2 types d'open source. Il y a la partie, les versions communautaires. Dans l'open source, c'est avant tout une communauté où chacun contribue, chacun peut contribuer à ses codes, à ses tools, à ses projets. C'est le cas, par exemple, d'Ansible, qui était en fin de compte un projet communautaire, qui est devenu, qui a une version aujourd'hui de Ansible Tower, qui est une version en fait entreprise open source, qui est supportée, maintenue par Red Hat.
D'où l'importance d'acheter ces subscriptions, de pouvoir suivre aussi des certifications, des trainings, des recommandations. Il y a également des services de consulting qui peuvent être fournis dans ce cadre et donne en fait une version open source qui est premièrement sécurisée, les vulnérabilités sont patchées, identifiées, annoncées. Il y a également la partie release management, lifecycle management qui est gérée par Red Hat ou d'autres éditeurs. Il y a la partie support. On peut avoir un support 24 heures sur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il est vrai, comme tout code ou comme tout software, on peut être confronté à des problèmes opérationnels auxquels on aura besoin de support. Donc, ça va au-delà de la version communautaire où, effectivement, dans la version communautaire, on est un peu laissé à soi-même. Autant sur la partie sécurité que support à plus long terme ou même de release management. Donc voilà, en termes de support, de maintenance, on peut être accompagné avec le même niveau de sécurité et de maintenance ou de support qu'un software propriétaire. Donc ça c'est pour la première question. Pour la deuxième question, effectivement, c'est une transformation cloud, c'est aussi et surtout une transformation de ressources humaines, de skills. Comme je vous l'ai montré sur ce slide ou celui qu'on a abordé au début, on passe pas d'un modèle opérationnel centralisé comme on le connaît aujourd'hui vers un modèle opérationnel cloud natif, transversal, automatisé, DevOps, avec un self-service, un enterprise marketplace, etc. On le fait pas sans effort. Alors ces efforts peuvent se faire sur différents axes. En discutant avec certains clients de Suisse romande, on se rend compte que effectivement, la transformation cloud est surtout une transformation de ressources humaines. Mais en adoptant ces outils de DevOps, par exemple, en bénéficiant aussi des services Red Hat ou IBM, par exemple dans la mise en place d'une plateforme container, va pouvoir accélérer cette adoption du cloud natif, va pouvoir aussi mettre en œuvre en amont le DevOps, qui va en fait amoindrir ou empêcher à ce que ce soit véritablement une transformation de ressources humaines où on va embaucher beaucoup de monde, ou même dupliquer notre entité IT, ou multiplier notre personnel x2. En fait, si on met en place ces outils dès le début, on va pouvoir ainsi automatiser dès le début et empêcher à ce que ça soit, surtout en ces temps de Covid, en ces temps où effectivement les business sont mis sous pression, de se rendre compte en fait qu'on ne peut pas embaucher toutes les personnes dont on a besoin, tous les skills dont on a besoin, alors qu'en fait, on peut mettre ce modèle en place assez rapidement si on est accompagné, et cela va ainsi automatiser dès le début les premières applications et les premiers pas dans l'infrastructure as code, par exemple. En tout cas, on peut ainsi accompagner les personnes qui doivent se transformer au sein de l'entreprise aussi sur cette base que l'on aura construit ensemble dès le départ. Cela permet aussi de donner aussi une chance aux employés d'une même entreprise qui étaient jusqu'alors sur ce premier modèle plus traditionnel, leur laisser la chance de se transformer et d'adopter ou de se familiariser avec cette nouvelle plateforme, ces nouveaux processus ou ces nouveaux outils. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Lisa. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Laurent. Je pense qu'effectivement, ce dernier point, il est fondamental, c'est et on le sait tous, de nos propres transformations professionnelles, personnelles, le fait d'apprendre en faisant, d'apprendre sur le terrain, en ayant la possibilité d'accompagner, on dit souvent en anglais de shadower, d'être en doublon de quelqu'un d'autre, c'est vraiment la meilleure manière d'apprendre et effectivement de faire ces projets qui sont
assez rapide, assez agile. Ça permet aussi de faire monter en compétence l'ensemble des équipes dans l'entreprise. Donc effectivement, c'est très intéressant comme approche. Merci beaucoup Laurent. Écoute, je pense pas qu'on ait d'autres questions pour le moment. J'imagine que comme tu l'as dit en début de séance, si les personnes qui regarderont l'enregistrement de ce webinaire ont des questions par la suite, ils peuvent te contacter directement par mail, par téléphone, sur LinkedIn et évidemment, ils peuvent me contacter également. En tout cas, merci beaucoup Laurent pour cet aperçu aujourd'hui qui, je pense, était beaucoup plus qu'un aperçu. Moi, j'en retiens vraiment qu'il y a des éléments tangibles et finalement assez structurés sur le fait d'adopter des technologies open source dans le cheminement vers le cloud. Il y a une vraie méthodologie, il y a des étapes et en même temps, et c'est vraiment ce que j'en retiens, c'est possible de démarrer petit tout en étant structuré et de faire les choses au fur et à mesure. Et ça, je pense que c'est plutôt encourageant pour toutes les personnes et toutes les organisations qui nous écoutent. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé toutes ces insights et ces conseils avec les auditeurs et les personnes qui regarderont l'enregistrement. Et je te dis à très bientôt, peut-être pour une prochaine présentation. Écoute, merci beaucoup. J'ai encore posté le lien box sur lequel vous pouvez aller chercher également les différents contenus qui m'ont permis de construire cette présentation. Super. Merci. Merci Laurent. À bientôt. Merci. À bientôt. Merci. À Au revoir. bientôt.